Donc vous êtes très nombreux à écouter cet après-midi 3 témoignages, témoignages importants je pense pour vous, votre réflexion personnelle et aussi par rapport au concours de la résistance et de la déportation que vous allez passer au mois de mars. Donc je vous présente Madame Dubois qui habite à Beuvarde, la ferme d'Artois. Monsieur Célizé, qui vient spécialement de Paris pour témoigner, et Monsieur Rudloff, qui habite ici à Château-Thierry, mais qui était avant donc sur la région d'Épernay, et qui va aussi donc évoquer un épisode de la Seconde Guerre mondiale. Donc je leur laisse la parole. On va commencer donc par Madame Dubois, ensuite il y aura Monsieur Célizé, et pour conclure Monsieur Rudloff. Voilà, je pense que ces quelques paroles, on pourrait leur donner le titre, comme vous verrez, j'ai noté un refuge. La ferme d'Artois, où j'habite d'ailleurs, fut un lieu de réunion à plusieurs reprises pour les responsables des groupes des secteurs E. La ferme sert aussi de refuge pour les réfractaires du STO, comme Paul Liénard, je le cite parce qu'on le retrouvera, alias Guénin dans la Résistance. Si je parle de Paul, c'est que celui-ci était un jeune qui fut un agent de liaison actif, téméraire, et qui eut bien des fois, comme nous allons le voir, eut très peur. En effet, un parachutage eut lieu à la ferme le 7 mai 1944, et c'est la nuit suivante qu'eut lieu à Fresnes en Tardenois le malheureux parachutage sur le terrain fanfare qui entraîne à l'arrestation de plusieurs résistants. À faire, on craignait de nouvelles arrestations et des perquisitions. Léon Coignet, résistant extraordinaire, participe depuis des mois aux activités de la résistance locale. Depuis 2 mois à faire et chez lui, il héberge un aviateur anglais, Leonard Barnes, qui se trouvait aux commandes de son avion Lancaster quand il est abattu par un chasseur allemand. Le 9 mai, Léon Coignet rejoint le maquis d'Artois à la ferme, mais par peur d'une perquisition, on décide d'éloigner Leonard Barnes. Pendant quelques jours, il vit au château des Bruyères à Ferrand-Tardenois, ravitaillé quotidiennement par la jeune Christiane Coignet. Le temps pour la résistance d'organiser son départ pour l'Angleterre via l'Espagne. Il fallait donc lui aussi le rapatrier vers le maquis d'Artois. C'est Paul Liénard qui fut chargé de cette mission. Il partit donc de la ferme avec 2 vélos en direction de Ferrand-Tardenois. Il était convenu que Leonard Barnes porterait un imperméable blanc et qu'il se trouverait à côté du pont qui traverse l'Ourcq à l'entrée de Ferrand-Tardenois. Aucun mot ne devait être échangé. Le 2e vélo devait être placé sur le côté du pont et Paul devait au retour le précéder d'une centaine de mètres. Tout se passe bien et Léonard fut conduit directement à la fameuse cabane construite dans le buisson Tribou, où il resta quelques jours, livré aux bons soins de la ferme, le temps d'être pris en charge pour son départ vers l'Espagne. Les événements se précipitaient, et le 10 août 1944, un avion de la RAF a été mitraillé par un avion allemand. Ce 10 août 1944, après cet événement, le pilote américain William Henry Lewis tombe en parachute à épied, près d'une scierie installée près du village. Le groupe a vu tomber le parachute. Il fallait porter secours dans l'urgence. Tous sont allés au lieu de chute. William avait la jambe cassée. Avec prudence, on le transporta vers un bosquet à proximité, mais il n'était pas question de le remonter à la cabane en plein jour. La décision fut prise de le laisser là jusqu'au soir, et c'est l'agent de liaison Paul Liénard qui fut désigné pour rester près de lui. Un revolver lui fut mis un revolver
lui fut mis dans la main, et le pilote blessé, ayant peur d'être laissé seul au milieu des bois, empoigna le bas du pantalon de Paul et ne le lâcha plus. Paul me disait il y a encore quelques jours qu'il n'avait jamais eu aussi peur. Le soir, sur un brancard de fortune fait de branchages, les hommes le remontèrent à la cabane où le docteur Bollner, médecin faisant partie du groupe E12, le soigna. Chaque jour, les repas lui étaient portés de la ferme, mais attention aux curieux. William était armé, et à proximité de la cabane, un code avait été établi. Le chemin menant de l'entrée du bois jusqu'à la cabane était pourvu de petites boîtes de sardines accrochées. 3 coups sur chacune marquaient l'arrivée d'un habitué. William resta là jusqu'à la guerre ouverte, c'est-à-dire jusqu'au 28 août 1944. Un deuxième parachutiste, Sandy Sansing, ancien pilote de chasse américain, avait été abattu dans la région de Soissons. Il fut récupéré par des résistants locaux, le réseau de Sermoise-Soissons. Ne pouvant le garder plus longtemps, le réseau de Ferrand-Tardenois fut contacté et Sandy resta dans la famille Coignet. Le 14 août 1944, le pilote américain a été dirigé sur le maquis d'Artois par Léon Coignet, membre du groupe E12. Il est resté à la ferme jusqu'au 28 août 1944. Et ce même Sandy Sansing est venu me revoir l'an dernier, accompagné de ses enfants. Des questions sur... Oui. Lorsque la guerre a été déclarée, en 1939, quel âge avez-vous? J'avais 18 ans. Dans quel mouvement il appartenait? Donc, à quel mouvement apparteniez-vous? À Libération Nord. Et le groupe de la ferme appartenait au groupe E12. Quelles étaient vos activités? Alors, quelles étaient vos activités principales dans la résistance? Alors, mes activités dans la résistance étaient bien entendu à la ferme, où il y a eu après le maquis. Alors, il fallait en réalité servir aussi d'agent de liaison entre les ordres qui étaient arrivés au maquis et les personnes qui se trouvaient sur les alentours, parce que ça montait jusque plus haut que Ferrand-Tardenois. Bon, les groupes, il y avait groupe de Château-Thierry, c'est pourquoi il y a des chiffres. Il y avait tout le groupe de Ferrand-Tardenois, vous aviez après le groupe de Tréloux-sur-Marne. Alors donc, il y avait une division en groupe, et le nôtre était E12. Alors il y avait bien entendu bon, le fait de se contacter les uns les autres, il y avait aussi tout le ravitaillement des résistants qui étaient là. La maison était toujours pleine, il fallait nourrir tout le monde, le matin, le midi et le soir, et porter aussi à manger, donc, à la suite aux aviateurs anglais et américains qui se trouvaient dans un bois à environ 2 km de la ferme. Une question. Pourquoi êtes-vous entré dans la résistance? Pourquoi êtes-vous entré dans la résistance? Bien, je suis entrée dans la résistance parce que dès que on a commencé à voir bon, les Allemands arriver, ça n'était pas dans mon entendement ni dans celui de ma famille de rester sous le joug de l'occupant. Et c'est à ce moment-là qu'on a cherché à entrer à faire quelque chose, bon, pour essayer de rendre service et se débarrasser, j'emploie le terme se débarrasser au plus vite, de l'occupant. À l'époque, mes parents étaient à Château-Thierry, donc j'ai eu l'occasion après, dans le groupe 12, il fallait dans les groupes toujours un médecin et des infirmières. Alors nous avions un médecin, comme vous avez vu tout à l'heure, quand cet aviateur avait la jambe cassée, et ensuite j'ai donc dû faire un stage à l'hôpital ici, bon, pour devenir infirmière du groupe. Et on vous parlera après d'autres événements sur Château-Thierry,
que j'ai bien vécu étant à l'hôpital, ici même. Oui, tu as une question, vas-y. Avez-vous eu encore des contacts avec ceux que vous avez aidés? Les contacts avec ces Américains et ces Anglais, oui. L'an dernier, j'ai eu la surprise d'avoir un coup de téléphone et cet aviateur américain voulait revoir l'endroit où donc il voulait revenir à la ferme. Oui, j'ai eu des contacts avec, avec cet Américain. Aviez-vous conscience des risques encourus? Aviez-vous conscience des risques encourus? Bien sûr. Bien sûr, on savait très bien que lorsqu'on faisait toutes ces opérations-là, tout ce qu'on faisait là, on savait très bien qu'on le faisait par le fait au contact des Allemands. Et on savait très bien ce qui pouvait nous arriver, ça c'est sûr. C'est sûr. Et c'est pourquoi il fallait être d'une prudence extraordinaire. Vous aviez peur des fois? Oui, c'est arrivé quelquefois, ça c'est vrai, en particulier une fois où j'étais à l'hôpital où il s'est passé des choses dont quelqu'un vous relatera tout à l'heure et que j'ai vécu. J'ai eu très peur parce que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été fouillée, interrogée avant de partir dans les salles pour donner des soins. Et j'avais de la chance parce que les soins que je donnais, c'était dans les salles des Américains. Alors donc, j'étais vraiment... J'étais à ce point de vue-là très gâtée. Il y avait des questions, vas-y. Pendant la résistance, avez-vous un pseudonyme? Aviez-vous un pseudonyme? Un pseudonyme? Pas moi. Mais, pas moi, je n'en avais pas. Mais les hommes, je peux vous dire que mon mari s'appelait, au lieu de Dubois, il s'appelait Duchesne. Mon oncle, au lieu de Gébert, il s'appelait Froment, et donc Paul Liénard s'appelait Guénin. Et il y avait bien entendu les cartes d'identité correspondantes. Oui. Y a-t-il des choses que vous regrettez? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Regretter, non. Ce qu'on pourrait peut-être regretter, je vous dirais qu'à l'époque, c'était vraiment, donc tous les résistants ensemble, c'était vraiment une fraternité extraordinaire. Une fraternité, une solidarité extraordinaire qu'on ne rencontrera peut-être plus avant longtemps, je pense. Oui, vas-y. Que retenez-vous de cette époque? Ce que je retiens de cette époque-là, eh bien, je vous dirais que des souvenirs quelquefois difficiles, hein, très difficiles. Par exemple, quand les Allemands venaient tous les jours à la ferme chercher du lait, on n'était jamais très tranquille. Mais malgré tout, c'est une époque, je vous dis, où on a eu des contacts extraordinaires, peur quelquefois, mais très content aussi lorsque les hommes partaient en mission, faire sauter des ponts, faire sauter des trains et tout cela, couper des câbles. Je pense que pendant qu'ils étaient partis, on a eu vraiment très très peur. Et très heureux lorsqu'on les voyait revenir. Étiez-vous armé? Étiez-vous armé? Ah, moi pas personnellement, mais tous les hommes étaient armés, oui. Et d'où venaient les armes? Ben, les armes venaient des parachutages. Il y a eu plusieurs parachutages à la ferme. Alors, les parachutages amenaient des... C'était fait dans... Il y avait des conteneurs. Et dans ces conteneurs-là, vous aviez des armes, vous aviez toutes sortes de choses, des armes, des pistolets, des fusils mitrailleurs, du chocolat, des cigarettes. Il y avait tout ça dedans. Voilà, alors dès que les conteneurs en réalité tombaient, c'est-à-dire lors d'un parachutage, alors là je vous dis qu'il fallait être vraiment très 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 prudent. Aussitôt que tout était tombé, tout devait être caché pour ensuite être repris, pour être ramené sur d'autres secteurs, puisque les armes arrivaient et redescendaient. Et ici pour Château-Thierry, quelqu'un qui a été formidable, c'était Pierre Valette, l'entreprise Valette-Sonal. Pierre Valette, bon, qui venait chercher des armes avec les camions.
Et on a vu repartir des armes aussi vers Tréloux. Et vers Tréloux, ça, ce sont des choses bon, qu'on ne reverra pas. Ils étaient venus avec une charrette chargée de foin. Il y a eu des armes de mise dedans, bien entendu, pas avec le conteneur. Le conteneur ne devait jamais rester. Il était toujours enterré. Et ils sont repartis, les roues grinçaient. On s'est demandé s'ils arriveraient jamais jusqu'à Tréloux. Ils sont très bien arrivés d'ailleurs. Comment les aviateurs ont fait pour être évacués? Ben, pour être évacués, donc le premier dont je vous ai parlé a été, bon, au moment où on les avait à la ferme dans cette cabane qui était dans le buisson Tribou, bon, bien entendu, l'organisation était prévenue. Et on était prévenu aussi lorsqu'ils devaient s'en aller. Le premier qui est parti, on est venu le chercher à la ferme, on l'a emmené, il a pris le train pour aller, accompagné bien entendu jusque Paris, et de Paris il est parti vers le sud et il est repassé en Espagne. Et ça s'était très bien passé, paraît-il. Alors après, les deux autres, celui qui avait été blessé est resté là jusqu'à la libération. Alors donc on l'a remis aux troupes américaines qui sont passées. L'autre pareil. Il y a encore une question, je crois. Quel âge avaient en moyenne les résistants? Quel âge avaient en moyenne les résistants? Oh, il y en avait de tous âges. Hein. Il y en avait des jeunes, il y en avait des moins jeunes. Il y en avait beaucoup autour de l'âge de 30-35 ans, mais il y en avait des plus âgés aussi. Hein. Il y en avait qui avaient 50-55 ans. Vous savez, les bonnes volontés étaient toujours bienvenues. Hein. Il y a une question devant, je crois. Oui. Étiez-vous avec des amis? Comment ça, des amis? Des amis que vous connaissez à vous? Oui, il y en avait certains, mais beaucoup, vous savez, c'est pas essentiellement les amis qui nous côtoyaient qui étaient des résistants. Vous aviez aussi, vous saviez, on avait des amis qui n'étaient pas résistants. Bon, on ne venait ensuite dans le groupe et n'était accepté que d'abord ils étaient présentés par quelqu'un, bon, pour qu'on soit sûr. Il n'était pas question d'infiltrer le groupe pour qu'il arrive ensuite quelque chose. Hein. Oui, encore une question là. Votre famille savait-elle que vous étiez résistant? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça n'était pas dangereux qu'il y ait beaucoup de gens comme cela autour de vous qui sachent vos activités? Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le savaient, en dehors de ma famille. Ah non, non, non. Non, non. Oui? Qui décidait des actions à mener? Qui décidait des actions à mener? Alors, les actions à mener, il y avait bien entendu un responsable de ce groupe-là, qui était mon oncle, M. Gébert, et lui recevait en réalité des ordres, et c'est lui qui planifiait en réalité ce qui était à faire. Parce que ce qui était à faire était très important. Bon, il fallait organiser, bien organiser, et c'était lui qui en réalité décidait de ce qui devait être fait. Bon, et puis ensuite, par exemple, je vous parlais tout à l'heure, couper des câbles. Bon, quand ils allaient couper des câbles, c'est arrivé sur la route de Raucourt, bon, ils étaient obligés, quand ils allaient couper le câble, de rapporter un petit morceau, pour être sûr qu'il y avait bien eu coupure du câble. Donc oui, qui recevait des ordres de qui? Alors, de qui, M. Gébert, recevait-il les ordres? Mais il recevait des ordres de... Bon, il y avait dans le département... Bon, ce groupe E12 faisait partie de... Bon, j'ai expliqué, il y avait des numéros, faisait partie du groupe E12. Et à partir de ce moment-là, il y avait M. Gébert, qui, lui, organisait tout ce que je venais de vous dire. Et ensuite, il recevait des ordres de personnes encore au-dessus de lui, au point de vue départemental. Départemental. Mais pas national, départemental. En particulier, lorsqu'il y avait des parachutages, bon,
ça nous était donné toujours par la même personne qui était responsable de l'organisation des parachutages sur l'Aisne. Comment se déroulait une journée de résistance? Alors, comment se déroulait une journée de résistants? Tout dépend ce qu'il y avait à faire. Il y avait des journées où en réalité, bon, il n'y avait pas trop de choses à faire. Je vous dirais aussi que les résistants se trouvant dans une ferme, bon, ils étaient quand même employés à donner un coup de main un peu partout. Voilà, il y avait déjà ça. Mais ensuite, ce qui était planifié était toujours planifié pour la nuit. C'est jamais dans la journée, toujours la nuit. Alors après ça, bon, il y avait le guet, lorsqu'il y avait des parachutages, bon, il y avait les résistants qui faisaient très attention. Surtout qu'on se trouvait, la commandanture se trouvait à vol d'oiseau à environ 2,5 km de la ferme. Je connaissais à Beuvarde donc les personnes de la ferme d'Artois. Bon, et puis c'est par cette entremise-là que je suis entrée dans la résistance. Y a-t-il eu des arrestations? Sur Beuvarde, non. Dans le groupe, non. Il y en a eu à faire en Tardenois lors d'un parachutage. Parachutage de frêne en Tardenois. Où en réalité, ils attendaient des conteneurs et puis malheureusement, quelqu'un les a dénoncés à la commandanture. Ils les attendaient au lieu de parachutage et malheureusement, tout ça se faisait en vélo, bien entendu, en vélo ou à pied, toujours à travers champs. Bon, et malheureusement, pour ce parachutage, ceux qui se sont fait prendre, on n'a pas compris et pas réalisé, ils sont revenus en vélo par la route qui remenait à Ferrand-Tardenois. Alors les Allemands les attendaient sur le bord de la route. Bon, il y en avait qui sont partis par les bois, donc ils n'ont pas été arrêtés, et ceux qui ont été arrêtés, c'est ceux qui en réalité étaient repartis en vélo par la route. Oui, dernière question pour qu'on passe à M. Célisée. Comment se comportaient les Allemands quand ils cherchaient du lait? Comment se comportaient les Allemands quand ils venaient chercher du lait? Eh bien, quand on était obligé, c'était la réquisition, on était donc obligé de donner un bidon de lait tous les jours, 20 litres de lait par jour. Donc, pour la commandanture qui était sur Beuvarde. Alors, ils venaient, bon, toujours aux mêmes heures, et puis, bon, ben, à ce moment-là, on leur donnait leur lait, ils repartaient. Et je me souviens encore de mon mari, bon, lorsque une vache a vélé, dont on ne donne pas son lait tout de suite, bien entendu, à la consommation, alors ça, mon mari n'a jamais manqué. Quand il donnait du lait et qu'il avait des vaches qui vélaient, les Allemands ont toujours bu du lait direct, comme ça. Ça, alors mon mari était ravi. Alors c'est pareil, les Allemands venaient chercher aussi, bon, de la viande. Ils venaient chercher en particulier des veaux. Il y avait beaucoup de veaux, comme il y avait un très gros troupeau. Alors, à ce moment-là, il y avait un Allemand qui venait, et puis il faisait le tour, et puis il disait à mon mari, voilà, ben, je vais prendre celui-ci. Alors mon mari lui disait, ah non, vous n'aurez pas celui-ci, celui-ci c'est Tobruk. Il prenait toujours là où il y avait de l'avance, il leur disait, non, ça c'est pas pour vous. Après ça, c'était un autre. Mon mari disait, ah non, non, vous n'aurez pas celui-ci. Et un jour, on a eu très peur, parce qu'il s'est retourné sur mon mari, et il lui a dit, monsieur, vous n'êtes qu'un fier monsieur. Et on a eu très peur. On a pensé que ça pourrait se finir même très mal. Et puis non, ça c'est... Il lui en a donné un quand même, et puis ça s'est soldé comme ça. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le témoignage de Madame Dubois. Hein, et on va peut-être donner la parole à Monsieur Célisée.